Tu n'as rien à faire ici. C'est un endroit pour de vrais soldats, pas pour une frimeuse en costume. » Les mots frappèrent Emily Carter comme une gifle au moment où elle entra dans le bar faiblement éclairé au coin de Main Street. L'enseigne au néon grésillait doucement au-dessus de la porte, une lumière fatiguée marquant ce que les habitants appelaient l'Aigle de Fer, un bar appartenant à un vétéran, longtemps considéré comme un lieu de rassemblement pour ceux qui avaient servi. Émilie était entrée vêtue de son uniforme, impeccable et réglementaire, avec l'écusson de son ancienne unité sur l'épaule. Ce n'était pas juste du tissu, c'était son histoire, ses cicatrices, ses sacrifices cousus dans l'étoffe. Mais pour l'homme qui avait parlé, cet étranger aux larges épaules et au visage rougeau, appuyé contre le comptoir avec une bière bon marché à la main, elle n'était qu'une imposture à ses yeux. Un silence se fit dans la pièce après ces paroles, les conversations suspendues en pleine phrase. Des dizaines de pères d'yeux se tournèrent vers elle, certains curieux, d'autres hostiles, d'autres encore indéchiffrables. Émilie sentit sa poitrine se serrer, mais elle se redressa, son dos se raidissant instinctivement comme si elle était de retour sur la place d'armes. Elle avait affronté pire que cela, des exercices sans fin sous un soleil de plomb, des nuits à grelotter dans le froid du désert, le claquement sec des tirs dans des endroits où la peur pesait plus lourd que l'air lui-même. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, ceci, être mis en doute dans son propre pays, dans sa propre ville, la blessait plus profondément. « Tu m'as entendu » ricana l'homme quand elle ne répondit pas immédiatement. « Cet uniforme est gâché sur toi. Une petite fille qui joue à se déguiser. Tu n'as probablement même jamais quitté la base. » Ses amis gloussèrent depuis une table voisine, et le son était bas et amer, comme des couteaux raclant la pierre. La bouche d'Émilie devint sèche. Elle voulait répliquer, lui parler des jours où elle avait transporté ses frères blessés en lieu sûr, des nuits où elle s'était soignée elle-même avec des mains tremblantes, des noms gravés à jamais dans sa mémoire de ceux qui n'étaient pas rentrés. Mais elle connaissait aussi la futilité des mots lancés avec colère. Les gens comme lui ne voulaient pas la vérité. Ils voulaient rabaisser, humilier, rendre quelqu'un d'autre plus petit pour se sentir plus grand. Son regard parcourut le bar. Certains des vétérans plus âgés, assis dans un coin, l'observaient attentivement. Ils ne disaient rien, mais leur silence n'était pas de la neutralité. C'était un jugement, celui qui pèse lourd et la mesure à une échelle invisible. « J'ai servi, » dit-elle enfin, la voix stable malgré son cœur qui battait à tout rompre. « Cet écusson sur mon épaule n'est pas une décoration. Je l'ai mérité. » L'homme éclata d'un rire bruyant et méprisant. « Mérité ? Bien sûr. Tu penses que porter ça te rend égal à nous ? Je parie que tu n'as jamais vu le combat. Je parie que le pire auquel tu aies eu à faire face, c'était de classer des papiers, pendant que les hommes faisaient le vrai travail. » Quelque chose en Émilie trembla, non pas de peur, mais de fureur. Ces mots griffaient de vieilles blessures qu'elle pensait cicatriser. Elle se souvint de la chaleur des explosions, de l'odeur de la fumée et du métal, des cris dans le noir quand l'espoir semblait un rêve lointain. Elle se souvint d'avoir porté son fusil dans des rues où chaque ombre pouvait signifier la mort. Et elle se souvint du jour où elle avait perdu son ami le plus proche, son camarade de combat, à cause d'une bombe artisanale qui aurait dû l'emporter elle aussi. De la paperasse. Elle serra les poings jusqu'à ce que ses ongles s'enfoncent dans ses paumes. Avant qu'elle ne puisse parler à nouveau, un homme plus âgé se leva de la table du coin. Ses cheveux étaient gris, sa posture usée, mais portant encore des traces de discipline que le temps ne pouvait effacer. Il marcha lentement, délibérément, jusqu'à l'endroit où se tenait Émilie. La salle observait, la tension vibrant comme un courant électrique. « Mon garçon, » dit le vieil homme au provocateur, sa voix basse mais tranchant le silence. « Tu devrais peut-être regarder cet écusson de plus près avant d'ouvrir la bouche. » Le provocateur hésita, son sourire narquois s'effaçant légèrement. Le vieil homme se tourna vers Émilie, ses yeux s'adoucissant, bien que sa voix restât ferme. « Cet écusson, dit-il, assez fort pour que toute la salle l'entende,
appartient à la 89e unité d'évacuation médicale. J'ai vu cet écusson dans des endroits où tu ne tiendrais pas une journée. Cette unité a sorti mon escouade quand nous étions encerclés. Si elle le porte, ce n'est pas une frimeuse. Elle fait partie de la famille. » Un silence encore plus profond s'abattit sur le bar. Le provocateur bougea, mal à l'aise, mais Émilie ne le regarda pas. Ses yeux piquaient, non de honte, mais du poids soudain de la reconnaissance. Pendant si longtemps, elle avait été ignorée, méprisée, remise en question. Et maintenant, dans la pénombre d'un bar qui sentait le vieux bois et la bière éventée, quelqu'un avait pris sa défense. Non seulement en tant que soldat, mais en tant que personne qui avait vraiment porté son fardeau, qui avait vraiment compté. Mais ce n'était que le début. Le respect ne s'obtenait jamais gratuitement. Elle devrait le prouver, pas seulement à un homme arrogant, mais à tous ceux qui regardaient. Et alors qu'elle s'asseyait au bar, le défi tacite flottait dans l'air comme de la fumée. Resterait-elle silencieuse ou leur montrerait-elle qui elle était vraiment? Émilie s'assit au bar, les mains jointes fermement sur le comptoir, les mots du vieil homme résonnant encore dans le lourd silence. La barmaid, une femme nerveuse aux manches couvertes de tatouages délavés, lui glissa un verre d'eau sans qu'elle le demande. C'était un petit geste, mais Émilie en comprit le sens. Dans cet endroit, les gestes comptaient plus que les mots. Le provocateur s'était retiré à sa table, bien que le ricanement n'eût pas complètement quitté son visage. Ses amis se penchèrent, chuchotant, jetant des regards furtifs à Émilie comme si elle était une anomalie, quelque chose qui ne cadrait pas avec l'histoire qu'ils se racontaient sur qui méritait de porter l'uniforme. Elle voulait les ignorer, siroter son eau et partir, mais quelque chose dans sa poitrine brûlait trop fort. Partir serait une reddition, et elle avait déjà abandonné assez d'elle-même, sa jeunesse, son sommeil, sa tranquillité d'esprit. Elle ne pouvait pas aussi leur livrer sa dignité. Le vétéran plus âgé qui l'avait défendu, quelqu'un qui, elle l'apprit plus tard, s'appelait Harris, prit le tabouret à côté d'elle. Ses mouvements étaient délibérés, sans hâte, le genre de calme qui vient de ceux qui ont survécu à des tempêtes que personne d'autre ne peut imaginer. « Ils ne te connaissent pas, dit-il doucement, mais je connais cet écusson. Je sais ce qu'il faut pour le porter. Tu ne leur dois aucune explication, mais si tu restes, tu devras décider ce que tu veux qu'ils voient. » Émilie déglutit difficilement. « Et s'ils ne voient jamais qu'une femme en uniforme ?» Les yeux d'Harris se plissèrent, mais pas contre elle, à cette pensée. « Alors montre-leur ce que ça signifie. Rappelle-leur que l'uniforme ne se soucie pas du genre, seulement du cran. » La nuit s'étira. Les conversations reprirent lentement, prudemment, comme si la pièce testait encore l'air après un coup de foudre. Émilie resta au bar, à écouter. Des bribes d'histoire flottaient jusqu'à elle, des déploiements qui avaient mal tourné, des nuits de rire dans des endroits improbables, un chagrin masqué par un humour que seuls d'autres vétérans pouvaient comprendre. Et bien qu'elle reconnût la cadence, le langage partagé de ceux qui avaient servi, elle se sentait aussi comme une étrangère. Jusqu'à ce qu'Harris parle à nouveau, cette fois plus fort, sa voix destinée à porter. « Vous voulez savoir quelque chose ? Elle a soigné 3 de mes hommes à Kandahar. Je me souviens de l'hélico d'évacuation. Je me souviens du bruit des rotors et je me souviens d'un médecin qui n'arrêtait pas de travailler, même après que des éclats d'obus lui eurent déchiré le bras. Vous pensez qu'elle n'a pas saigné? Réfléchissez-y à 2 fois. » Émilie se figea. Elle ne s'attendait pas à ce qu'ils la connaissent, et encore moins qu'ils se souviennent d'elle dans le chaos de cette journée, des années auparavant. Elle était plus jeune alors, terrifiée et tremblante, tandis qu'elle s'efforçait d'arrêter. L'hémorragie d'homme 2 fois plus grand qu'elle, sa propre manche trempée d'un sang qui n'était pas entièrement le leur. Elle n'avait pas pensé que quelqu'un se souviendrait de son visage, juste un médecin de plus faisant son travail dans le flot incessant de la guerre. Le bar redevint silencieux. Le provocateur bougea sur son siège, son arrogance s'effritant davantage. Ses amis évitaient maintenant le regard d'Émilie, leur rire précédent se muant en silence. Pour la première fois, Émilie sentit le poids de la pièce basculer, très légèrement, en sa faveur.
Elle prit une longue inspiration. « Je ne suis pas venue ici pour prouver quoi que ce soit, dit-elle, sa voix calme mais ferme. Je suis venue parce que c'est censé être un endroit pour les gens qui comprennent. J'ai déjà été méprisée dans des salles de réunion, lors d'entretiens d'embauche, même au ministère des Anciens Combattants. Mais pas ici. Pas parmi les miens. » Ces mots portèrent plus loin qu'elle ne l'avait prévu. Des têtes se tournèrent, des expressions s'adoucirent. Ce ne fut pas spectaculaire, pas un tonnerre d'applaudissements ou un chœur d'approbation. C'était quelque chose de plus subtil, de plus puissant, la reconnaissance. Une reconnaissance dans des yeux qui avaient été sceptiques. La barmaid se pencha en avant, s'appuyant sur ses coudes. « Vous avez des histoires, n'est-ce pas ?» Émilie esquissa un demi-sourire, celui qui portait à la fois la tristesse et la fierté. « On en a tous, certaines que l'on raconte, d'autres que l'on porte en soi. » La soirée avança, et Émilie aussi. Elle raconta des fragments sur les vols sans fin transportant les blessés, sur le soldat qui lui avait serré la main si fort avant de s'éteindre, sur l'humour étrange qui les gardait sains d'esprit quand tout le reste s'effondrait. Elle n'enjoliva rien. Elle ne se vanta pas. Elle dit simplement la vérité. Et en la racontant, quelque chose changea. Pas seulement dans le bar, mais en elle-même. Le provocateur, sirotant toujours son verre, finit par se lever et partir, son silence plus éloquent que ses paroles précédentes. Personne ne le retint. Personne ne le regretta. Alors que la porte se refermait derrière lui, Harris leva son verre vers Émilie. « À ceux qui connaissent le prix à payer, » dit-il simplement. Et cette fois, d'autres se joignirent à lui, doucement d'abord, puis plus fort, jusqu'à ce que le tintement des verres remplisse l'air. Émilie ne sourit pas tout de suite. Elle ferma simplement les yeux un instant, laissant le son l'envahir. Elle n'était pas encore vengée, pas entièrement. Elle portait toujours le poids des années passées à être ignorée, mise en doute, minimisée. Mais cette nuit avait entrouvert la porte. Cette nuit lui avait rappelé quelque chose qu'elle avait presque oublié, que son histoire comptait. Et demain, elle déciderait comment s'assurer qu'elle soit entendue. Le lendemain, matin, Émilie se réveilla avec une agitation qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Son sommeil avait été léger, hanté par des fragments de souvenirs, des pales de rotor battant contre le ciel du désert, le goût métallique du sang dans l'air, des voix l'appelant par son nom à travers des radios grésillantes. Elle avait cru que ces échos s'étaient estompés avec le temps, mais la confrontation de la veille avait ravivé quelque chose à vif. Alors que la lumière du soleil filtrait par la fenêtre de son petit appartement, elle s'assit au bord de son lit et se posa la question qui lui rongeait la poitrine. Combien de temps les laisserais-je me définir? Elle était rentrée de déploiement des années auparavant, s'attendant, sottement peut-être, à ce que son service parle de lui-même. Au lieu de cela, elle se retrouva à mener une guerre plus silencieuse. La condescendance lors des entretiens d'embauche, les sourcils haussés lorsqu'elle mentionnait les zones de combat, la façon dont les gens la regardaient, comme si son uniforme était un costume d'emprunt. Il ne voyait jamais le médecin rampant dans les décombres. Il n'entendait jamais les cris qu'elle essayait de calmer avec des mains tremblantes. Il ne voyait que ce qu'il voulait, une femme dont l'histoire ne correspondait pas à leur moule. La nuit dernière, pour la première fois, elle avait senti une fissure dans ce moule. Les mots d'Harris lui avaient donné un aperçu de ce que signifiait être vraiment reconnu. Et pourtant, ce n'était pas suffisant. Le respect gagné dans un bar sombre n'était pas le même que le respect dans le monde extérieur. Le soir venu, elle se retrouva de retour à l'Aigle de Fer. Elle se disait qu'elle n'y allait pas pour obtenir une validation, mais au fond d'elle, elle savait qu'elle devait affronter la tempête de front. En franchissant la porte, elle aperçut Harris à sa table habituelle. Il hocha la tête une fois, comme s'il l'avait attendu. Mais ce soir-là, le provocateur était là aussi. Son nom, Émilie l'apprit par des chuchotements, était Daniels, un ancien fantassin avec 2 missions à l'étranger. Ce n'était pas un simple civil bruyant, c'était quelqu'un qui avait saigné aussi, quelqu'un qui avait ses propres cicatrices. Cela rendait son mépris encore plus cuisant, car cela signifiait qu'il aurait dû comprendre. Lorsque leurs regards se croisèrent, la tension devint palpable. Daniels eut un sourire narquois,
levant son verre dans un salut moqueur. « De retour, hein? J'imagine que l'attention t'a plu. » La mâchoire d'Émilie se crispa. « Je ne suis pas ici pour attirer l'attention. »« Bien sûr que non, dit-il, la voix épaisse de sarcasme. Tu crois que soigner quelques coupures te rend égal à ceux d'entre nous qui se sont battus ?» Le bar se tut de nouveau, comme la veille, mais cette fois, Émilie n'attendit pas qu'Harris ou qui que ce soit d'autre la défende. Elle s'approcha, chaque mot mesuré, contrôlé. « Je n'ai pas tiré le plus de balles. Je n'ai pas planté les drapeaux, mais j'ai évacué des hommes qui ne pouvaient plus marcher. J'ai maintenu la pression sur des blessures alors que tout ce que je voulais, c'était hurler. J'ai vu la vie quitter des visages que je ne pourrai jamais oublier. Tu penses que ça vaut moins? Alors dis-moi, Daniels, quand tu étais à terre, qui priais-tu de voir arriver en premier? Celui avec le fusil ou celui avec la trousse de secours? » Le silence qui suivit n'était pas vide. Il était lourd, pressant, presque suffocant. Le sourire de Daniels vacilla. Il ouvrit la bouche, puis la referma, sa bravade s'effondrant sous le poids de la vérité. La voix d'Harris rompit le silence. « Elle a raison, et tu le sais. » La poitrine d'Émilie se souleva. Elle n'avait pas prévu d'en dire autant, mais une fois que c'était parti, le flot refusa de s'arrêter. La douleur, les souvenirs, les années de mépris. Tout jaillit, non pas comme une performance, mais comme un témoignage brut. Elle ne cherchait pas les applaudissements. Elle exigeait la reconnaissance. Pour la première fois, Daniels détourna le regard. Ses épaules s'affaissèrent, et bien que sa fierté le maintint silencieux, le combat dans ses yeux s'éteignit. Il but une longue gorgée, fixant le vide. La barmaid se pencha vers Émilie. « C'est la première fois que je le vois la fermer, » chuchota-t-elle. Mais Émilie ne se sentait pas triomphante. Elle se sentait épuisée, comme si elle avait rouvert des blessures qu'elle avait passé des années à recoudre. Elle s'assit au bar, les mains tremblant légèrement. Plus tard dans la soirée, Harris s'approcha d'elle à nouveau. « Ce que tu as fait a demandé du courage, » dit-il. « Mais tu as plus à porter que de faire tes preuves ici. As-tu déjà pensé à raconter ton histoire au-delà de ces murs ?» Émilie fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?»« Il y a des jeunes dehors, de nouvelles recrues, des femmes qui se demandent si elles seront prises au sérieux, des hommes qui se noient dans le silence. Ils ont besoin d'entendre quelqu'un qui l'a vécu, quelqu'un qui a été mis en doute et qui est quand même resté debout. » Cette pensée la déstabilisa. Elle avait passé si longtemps à essayer de se fondre à nouveau dans la vie civile, à enterrer son passé, là où il ne ferait pas aussi mal. Mais peut-être qu'Harris avait raison, peut-être que le silence n'était pas une guérison, c'était un effacement. Elle rentra chez elle ce soir-là, non pas avec des réponses, mais avec une nouvelle question résonnant dans sa tête. Et si mon histoire n'était pas seulement la mienne? Et si elle était destinée à se battre pour d'autres aussi? La semaine suivante s'écoula lentement, mais la question qu'Harris avait plantée dans l'esprit d'Émilie refusait de s'effacer. Chaque fois qu'elle essayait de s'occuper, ranger l'appartement, faire des courses, noyer des heures dans le bruit de la télévision, elle l'entendait à nouveau. Et si mon histoire n'était pas seulement la mienne? Le jeudi, elle se retrouva devant le centre communautaire du centre-ville, fixant le panneau qui annonçait un forum local pour les vétérans. Ce n'était pas grand, juste un rassemblement d'anciens militaires et de leurs familles. Elle n'avait pas prévu de parler, elle voulait seulement écouter. Mais alors qu'elle se tenait au fond, regardant le panel d'hommes échanger des histoires de déploiement, elle sentit le serrement familier dans sa poitrine. Le même serrement qu'elle avait ressenti dans le bar. Le même serrement qu'elle avait ressenti dans les salles d'entretien, dans les cliniques pour anciens combattants, au salon de l'emploi. Une fois de plus, son silence ressemblait à une complicité dans son propre effacement. Lorsque le modérateur demanda si quelqu'un dans le public voulait partager son expérience, Émilie se surprit elle-même en se levant. Des têtes se tournèrent, et pendant un instant, elle songea à se rasseoir. Mais elle croisa alors le regard d'Harris. Il était là aussi, assis sur le côté. Il lui fit un petit signe de tête ferme. Émilie s'éclaircit la gorge. « Mon nom est Émilie Carter. J'ai servi comme médecin avec la 89e, et on m'a dit, plus d'une fois, que mon service n'avait pas autant d'importance parce que je n'étais pas celle qui portait le plus gros fusil.
Une vague de malaise parcourut la salle, certains bougeant sur leur siège, d'autres fronçant les sourcils. Elle continua. « Mais j'étais là quand la poussière était épaisse et que l'air vous brûlait les poumons. J'étais là quand des hommes hurlaient le nom de leur mère. J'étais là quand le silence signifiait que la mort s'installait. Et je vais vous dire ceci. Personne ne remettait en question ma valeur quand ils se vidèrent de leur sang dans mes bras. » Sa voix trembla, mais elle se força à poursuivre. « Je ne dis pas que j'étais plus courageuse que quiconque. Je dis que la bravoure prend plus de forme que les gens ne veulent l'admettre. Parfois, c'est charger sous le feu. Parfois, c'est tenir la ligne pendant que votre propre sang goutte dans la terre, parce que la vie de quelqu'un d'autre dépend de vos mains qui ne tremblent pas. » Quand elle eut fini, la salle était silencieuse. Le genre de silence qui oscille entre le rejet et la révélation. Puis, lentement, une femme plus âgée au premier rang se mit à applaudir. Pas des applaudissements polis, réguliers, délibérés, porteurs de poids. D'autres se joignirent, timidement d'abord, puis plus fort, jusqu'à ce que la salle se remplisse de sons. Émilie s'assit, le pouce rapide, les paumes moites. Elle n'avait pas parlé pour les applaudissements. Elle avait parlé parce qu'elle était fatiguée du silence. Mais les applaudissements lui dirent donc quelque chose qu'elle n'attendait pas, que peut-être d'autres aussi étaient de fatigués du silence. La nouvelle de son discours se répandit plus vite qu'elle ne l'imaginait. Un journal local publia un petit article sur « le médecin qui a osé parler ». En ligne, un clip de ses paroles, une vidéo tremblante prise avec un téléphone par quelqu'un dans la foule, fut partagée et repartagée. Certains commentaires la louaient, d'autres étaient cruels, faisant écho au scepticisme de Daniels, se moquant de l'idée que son écusson signifiait quoi que ce soit. Émilie lut chaque mot. Elle savait qu'elle ne devrait pas, mais elle ne pouvait pas détourner le regard. La négativité la blessait, plus vivement que des balles, d'une certaine manière. Mais mêlés au poison se trouvaient des messages de jeunes femmes qui disaient qu'elles s'engageaient, des messages de vétérans qui admettaient n'avoir jamais pensé aux médecins comme elles les décrivaient, des messages d'hommes qui chuchotaient qu'ils avaient pari porter les mêmes doutes sur eux-mêmes et se sentaient enfin vus. Un soir, Harris l'appela. « Le feu est allumé maintenant, dit-il, mais les feux se propagent. »« Es-tu prête pour ça ?» Émilie hésita. « Et si je ne peux pas le porter ?»« Alors d'autres aideront, mais tu as déjà porté des hommes plus lourds que ça, ne l'oublie pas. » Son cœur se gonfla de quelque chose d'inhabituel, quelque chose proche de l'espoir. Pour la première fois depuis son retour, elle ne se contentait pas de subir la vie. Elle la façonnait. Pourtant, elle savait aussi que tout le monde ne voulait pas que le feu se propage. Daniels n'avait pas dit grand-chose depuis la confrontation, mais la rumeur lui parvint qu'il racontait à qui voulait l'entendre qu'elle était une fraude, une menteuse, qui exagérait son service pour attirer l'attention. Certains le crurent. Certains l'affrontèrent, même en ligne, avec un venin qui s'infiltrait dans sa vie quotidienne. Des inconnus lui crachaient des mots dans des fils de commentaires qui la coupèrent profondément. Frimeuse, menteuse, faible. Émilie avait déjà affronté des ennemis, mais ces ennemis ne portaient pas son drapeau. Ces attaques n'avaient pas lieu sur le champ de bataille. Elles se déroulaient au sein même de la communauté qui, pensait-elle, l'aurait accueillie. Pourtant, elle se souvint des mots d'Harris. Le cran, ce n'est pas de ne jamais saigner. C'est de rester stable, même quand on saigne. Et en regardant les messages de soutien, les visages des jeunes recrues au forum suivant, qui lui posèrent des questions avec de grands yeux pleins d'espoir, elle réalisa que le feu n'était plus seulement le sien. Il se propageait. La réaction la plus violente survint le mois suivant. Daniels avait redoublé d'efforts, transformant son amertume en campagne. Dans les bars, lors des rencontres de vétérans, et même sur les forums en ligne, il présentait Émilie comme une usurpatrice, quelqu'un qui avait exagéré son service pour une reconnaissance qu'elle ne méritait pas. Ses paroles touchaient une corde sensible chez les plus sceptiques, et les chuchotements se transformèrent en ombre qui la suivaient. Émilie en sentait le poids chaque fois qu'elle sortait. Certaines personnes détournèrent le regard, d'autres la fixaient trop longtemps. Quelques-uns murmuraient des insultes,
quand ils pensaient qu'elle ne pouvait pas les entendre. Pourtant, à mesure que le doute grandissait, le soutien augmentait aussi. Des vétérans qu'elle n'avait jamais rencontrés la contactèrent pour confirmer son dossier. Les familles de soldats qu'elle avait soignés envoyèrent des messages de gratitude. Un homme écrivit même « Mon fils est rentré à la maison grâce à un médecin comme vous. Ne laissez personne vous enlever cette vérité. » Pourtant, la tension exigeait un point de rupture et il arriva un samedi soir, de retour à l'Aigle de Fer. Le bar était bondé, l'air épais de fumée et de conversation. Émilie n'avait pas prévu de parler, mais Daniels était là, plus bruyant que jamais, se vantant auprès d'un cercle d'hommes qui riaient à chaque mot venimeux. Quand Émilie entra, les rires s'éteignirent. Daniels sourit d'un air narquois. « La voilà !» lança-t-il, la voix dégoulinante de moquerie. L'héroïne en personne. « Dis-nous, Carter, combien de coupures de papier as-tu soignées cette semaine ?» L'insulte résonna, et bien qu'une partie d'elle voulût sortir, une autre partie savait que c'était le moment dont Harris l'avait prévenu. Les feux se propagent, mais ils brûlent aussi, et elle en avait assez de laisser les autres allumer des flammes en son nom. Elle s'avança, ses bottes frappant le sol avec un rythme délibéré. « Tu veux parler de service, Daniels ? Très bien, parlons-en. » Le bar se tut. Daniels se pencha en arrière, feignant l'aisance, mais sa mâchoire se crispa. La voix d'Émilie porta, non par son volume, mais par une fermeté brute qui emplit chaque recoin. « Tu dis que je ne me suis pas battu. Mais je me suis battu chaque fois que j'ai couru dans le chaos quand les autres en sortaient. Je me suis battu chaque fois que j'ai surmonté ma propre peur parce que quelqu'un d'autre se vidait de son sang. Je me suis battu chaque fois que j'ai perdu quelqu'un dans mes bras et que j'ai quand même dû passer au blessé suivant sans m'effondrer. C'est un combat qu'on ne voit pas dans les rétrospectives, mais c'est un combat qui sauve des vies. » Sa gorge se serra, mais elle continua. « Et je ne suis pas ici pour vous demander de me remercier. Je suis ici pour vous rappeler, nous rappeler à tous, que le service ne se mesure pas seulement aux balles que vous avez tirées. Il se mesure aux sacrifices que vous avez portés. Et j'ai porté les miens. » Le silence qui suivit n'était pas fragile cette fois. Il était lourd, dense, inébranlable. Daniels ouvrit la bouche, mais avant qu'il ne puisse parler, Harris se leva de sa table. « Elle a raison, dit-il fermement. Et j'ajouterai ceci, j'étais là le jour où elle a sauvé 3 hommes, en saignant elle-même, et a refusé d'abandonner. Si ça ne te vaut pas son respect, Daniels, rien ne le fera. Mais ne confonds pas ton amertume avec la vérité. Nous avons tous servi. Et il est grand temps que nous commencions à honorer chaque type de service. » D'autres se levèrent aussi, un par un. Certains plus âgés, d'autres plus jeunes, leurs visages marqués par des souvenirs qu'Émilie comprenait sans avoir besoin de mots. Ils n'acclamèrent pas, ils n'applaudirent pas. Ils se tenaient debout en une solidarité silencieuse, un geste plus lourd que n'importe quel applaudissement. En quelques minutes, presque tout le bar était debout. Le sourire narquois de Daniels se brisa enfin. Il regarda autour de lui, soudainement isolé, dépouillé du public qui avait nourri son arrogance. Sa voix faiblit alors qu'il marmonnait quelque chose d'inintelligible. Puis il attrapa son manteau et sortit en trombe, la porte claquant derrière lui. Émilie resta figée, la scène presque surréaliste. Elle n'était pas venue pour se venger, mais voir la justice se dérouler, voir l'arrogance réduite au silence par la vérité, l'envahit comme une marée qu'elle ne savait pas avoir attendue. La barmaid leva un verre dans sa direction. « Au médecin, » dit-elle simplement. Harris fit écho, levant le sien. « À ceux qui nous portent quand nous ne pouvons plus nous porter nous-mêmes. » Et cette fois, le cœur qui suivit fit trembler la pièce. Émilie sentit ses yeux piquer, mais elle ne détourna pas le regard. Elle se tenait droite, les épaules carrées, l'écusson sur son bras lourd de sens. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas l'impression de devoir le défendre. Il parlait de lui-même. Cette nuit-là, en rentrant chez elle sous le doux bourdonnement des lampadaires, elle réalisa quelque chose de plus profond. Le bar, les discours, les confrontations. Il ne s'agissait pas seulement d'elle. Il s'agissait de chaque soldat qui avait été un jour mis en doute, méprisé, effacé. Son histoire n'était plus seulement la sienne. Elle était devenue une voix,
un rappel, une étincelle. Et en regardant l'horizon, Émilie sut que le feu continuerait de se propager. Mais cette fois, elle était prête à le porter.